Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Vous savez que j'adore vous parler de pièces iconiques. Je vous ai fait des vidéos sur les souliers, je vous ai fait des vidéos également sur les sacs iconiques et bien évidemment, je ne pouvais pas poursuivre ce type de vidéo sans vous parler des bijoux. Parce que des bijoux de luxe iconiques, donc de la joaillerie, eh bien il en existe et il en existe plein. Avant de commencer la vidéo, vous connaissez la chanson, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur YouTube. Je sais qu'à chaque fois, on est tous comme ça à vous marteler, mais c'est hyper important, ça permet de soutenir notre travail. Ça permet aussi de pouvoir évoluer, de grandir, c'est voilà, un bon moyen de nous soutenir et puis en plus c'est gratuit, donc n'hésitez pas. J'arrête mon auto-promo et on va passer au vif du sujet. Donc premier bijou que j'ai d'ailleurs, c'est la naissance du collier de chien de chez Hermès. Donc le collier de chien, contrairement à son nom, c'est un bracelet qui est également une ceinture, qui peut également être une laisse de chien, mais effectivement c'est une des pièces iconiques de la maison Hermès. Donc concernant le collier de chien, pour vous situer un petit peu, on est en 1926 et ça fait tout simplement 4 ans que les deux petits-fils du créateur Thierry Hermès ont repris les rênes de la direction artistique. Et donc les deux petits-fils se caractérisent par justement leur inventivité, leur création, et donc c'est très intéressant, c'est qu'ils dépoussièrent complètement les codes Hermès tout en les respectant, donc on est vraiment sur un beau mélange de l'artisanat et de la nouveauté. Dans les maisons de luxe, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez des collections iconiques, prêt-à-porter, etc. Mais vous avez également ce que l'on appelle des commandes spéciales. Donc les commandes spéciales, c'est quoi? Ce sont des personnalités, soit des personnalités publiques ou pas, hein, tout simplement des personnes qui ont de forts moyens, qui peuvent directement demander au directeur artistique de leur créer, de leur concevoir une pièce unique. Parfois, ils ont l'exigence que cette pièce ne soit pas commercialisée, ou ça peut être une pièce comme ça peut être un parfum, par exemple l'interdit de Givenchy. S'il s'appelle l'interdit, c'est que justement, voilà, la commanditaire, mais je parlerai plus tard des parfums, ne voulait pas justement qu'il soit diffusé au grand public. C'est Marie Gerbert qui fait donc une commande express et une commande spéciale. Donc qui est Marie? C'est tout simplement la directrice artistique d'une maison de haute couture. Et donc cette maison de haute couture s'appelle Callot Sœur. Si ça ne vous parle pas, c'est normal parce qu'elle a disparu la maison depuis 1953. La légende dit qu'à la base elle aurait commandé une laisse sympa pour son chien et puis finalement elle a eu un coup de cœur et elle a demandé d'avoir une ceinture qui était avec, et d'autres légendes disent uniquement qu'elle voulait une ceinture rock avec des clous. En tout cas, la ceinture collier de chien est née, c'est un succès, elle allie rock, punk attitude, tradition et artisanat. Et ensuite, la ceinture a été déclinée en bracelet. Donc c'est en 1927 que le fameux bracelet collier de chien voit le jour. C'est une pièce iconique qui aujourd'hui coûte aux alentours de 1000 €. Ça peut être 995 comme un petit peu plus cher, ça dépend des matériaux qui sont utilisés. Ce bracelet se caractérise effectivement déjà par son épaisseur, c'est une manchette assez épaisse. Et vous avez justement des pics, des clous qui font très punk. Vous avez également un rond voilà, assez iconique qui fait du bruit. C'est un bracelet que l'on va remarquer justement et qui va utiliser finalement plusieurs de nos sens, à savoir la vue mais également l'ouïe, parce que c'est un bracelet que vous entendez et c'est pour ça que généralement en vidéo je ne vous le mets pas, parce que j'ai un micro et le micro en fait va capter le bruit le plus proche de lui et c'est pas forcément ma bouche, c'est surtout mes bras. Vous voyez que je bouge beaucoup les bras quand je parle, donc après ça fait un bruit assourdissant. Mais en tout cas c'est un bijou vraiment magnifique et qui a un style très particulier et surtout un style signature. On passe maintenant à la bague Trinity de Cartier. Donc moi c'est une bague que j'apprécie tout particulièrement et je pense que voilà, en tant qu'alliance ou en tant que bague de fiançailles, c'est quelque chose que j'adorerais avoir et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là vous allez me dire oui, comme tout le monde tu veux une bague Cartier. Pas vraiment, c'est vraiment l'histoire et la trilogie qui m'intéresse. Donc cette bague, elle est créée en 1924 par Louis Cartier. Et donc cette bague Trinity, pourquoi Trinity? Parce que vous avez 3 anneaux de couleurs différentes, de matières différentes. Vous allez avoir un anneau or jaune, un anneau or rose et un anneau en argent. Donc jusqu'ici, déjà c'est une bague qui se remarque justement par le fait que chaque anneau soit entrelacé. Et donc pourquoi cette bague justement me plaît tant? C'est parce que chaque anneau a une signification. À savoir que l'or rose, eh bien le rose c'est l'amour. Vous allez avoir l'or jaune qui signifie la fidélité et vous allez avoir la bague en argent qui signifie l'amitié.
Et finalement, dans une relation d'amour, on a besoin de ce socle. En tout cas, elle a eu un succès phénoménal. Elle est déclinée en plusieurs matières. Vous avez également des détails avec des diamants. Donc forcément, les prix diffèrent. C'est-à-dire que le premier prix de la bague Trinity est à 970 €. Oui, effectivement, je connais bien son prix. Et puis après, ça peut effectivement cranter. C'est également un bracelet. Ça a été décliné en bracelet. Très joli. On est aussi sur ce bruit, parce que comme on est sur des anneaux qui sont entrelacés, ça fait un certain bruit. Et en tout cas, voilà, ça a un succès phénoménal. On continue chez Cartier parce qu'effectivement, c'est la maison de joaillerie et on passe au clou. Donc, c'est Aldo Cipulo. Il a été justement à la tête de plusieurs créations iconiques de la maison Cartier. Donc, cette bague, elle a été créée en 1971. Donc, normalement, années 70, ça doit vous faire référence justement à toutes ces années un peu peace and love, de libération, on casse les codes, etc. Et en fait, le clou, c'est vraiment ça. Donc, Aldo Cipulo, justement, il explique le clou comme cela, c'est-à-dire qu'autour de nous, on est entouré de choses qui sont boulonnées, qui sont vissées, qui sont cloutées. Voilà, c'est un assemblage de pièces. Et du coup, il s'est dit que finalement, c'était un petit objet qui retenait pas mal de matière pour créer des meubles, etc. Mais voilà, c'était quelque chose à la base de plutôt simple. Au-delà de ça, c'était aussi une manière de casser les codes. Dans les années 60, un peu 70, mais on est sur des bijoux, on va dire, avec un style particulier, c'est toujours la même chose. Donc le fait d'avoir un clou qui entoure votre doigt, finalement, on est sur quelque chose qui casse complètement les codes. Il voulait justement que la haute joaillerie, ce soit un petit peu plus léger, que ce soit plus fun, que ce soit créatif. Et moi, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt une mission accomplie. Donc pour le citer, il disait « On peut bien avoir à côté un fauteuil style Louis XV et une chaise Le Corbusier. C'est la même chose avec les bijoux. Ce que je crée sont à la fois fonctionnels et tactiles, épurés et chaleureux. On peut les porter 24 heures sur 24 sans avoir besoin de changer de vêtements. » Là, effectivement, la bague clou, comme elle est d'une simplicité déconcertante et en même temps, comme elle est d'une simplicité, elle est aussi hyper créative et originale, on peut la porter finalement avec tout. À noter tout d'abord que comme on est sur un aspect clou et qui n'est pas fermé, vraiment comme si on avait pris un clou et qu'on l'avait tourné, ça s'accroche beaucoup aux vêtements. Donc effectivement, quand il dit qu'on peut le porter 24 heures sur 24, pas vraiment, ça s'accroche à vos vêtements, donc faites attention à cela. Et ça existe également en format bracelet. On est sur quelque chose qui peut aussi être unisexe. Donc Aldo Cipulo, pour vous le présenter, parce que je ne l'ai pas fait précédemment, mais c'est un dessinateur qui est italien et américain. Et qui est par la suite devenu un célèbre dessinateur de bijoux et créateur de bijoux en 1969. Donc c'est Michael Thomas, le directeur à l'époque, et il essaie de se faire connaître justement aux États-Unis et plus particulièrement à New York. Vous savez qu'à New York, vous avez aussi tout un bassin de joaillerie, notamment Tiffany & Co. Il le missionne pour créer un bracelet qui signifie l'amour. Mais l'idée, c'était aussi de représenter un bijou très peace and love. Comme je vous le disais, on est dans les années 70. Donc dans les années 70, il y a vraiment un changement radical en fait sur la façon de s'habiller, sur les consommations, toutes sortes qu'elles soient d'ailleurs. Et du coup, ce bracelet, en fait, Love, c'est aussi le côté peace and love. Déjà, quand Aldo crée ce bracelet, c'est une version menotte complètement revisitée. C'est-à-dire que c'est un bracelet que vous devez ouvrir par un outil qui est vendu chez Cartier, qui permet d'ouvrir et de visser le bracelet. Donc en fait, on est un peu comme sur une menotte. On ne peut pas l'enlever comme ça. Voilà, si vous n'avez pas le tournevis Cartier, le bracelet, il ne s'ouvre pas, il reste avec vous, vous l'avez avec vous, etc. Mais si vous regardez bien, vous avez votre bracelet et vous avez des ronds un petit peu partout sur le bracelet. Et en fait, ça vous fait rappeler finalement, si on prend le rond et qu'on met le signe Peace and Love à l'intérieur, c'est complètement ça. Donc en fait, ce bracelet, il est beaucoup moins classique. Et donc justement, c'était la volonté de la marque, c'est d'avoir justement un clin d'œil Peace and Love et d'avoir des menottes modernes. Maintenant, on n'est pas sur de vraies menottes, on est sur des menottes d'amour, donc tout de suite, c'est quelque chose un petit peu plus romantique. Et aujourd'hui, c'est un succès, c'est un bracelet qui est décliné en bague, qui est décliné pour les hommes, pour les femmes, pareil, avec des diamants, sans diamants, donc son prix diffère. Néanmoins, son prix subit une inflation juste énorme. Là, de mémoire, on est sur un bracelet qui coûte quasiment 10 000 €. En parlant de menottes, eh bien, on va passer aux menottes de Dinvan. Donc, c'est en 1975 que Jean Dinvan, le créateur, imagine ce bracelet. Jean Dinvan, il a un processus créatif très particulier, c'est-à-dire que déjà, il s'inspire beaucoup de la sculpture, des dessins, avant de créer la joaillerie, et il va beaucoup s'inspirer également de tout ce qui l'entoure. Donc, c'est à cette époque qu'il décide de concevoir un fermoir particulier, c'est-à-dire que le bracelet Dinvan, à la base, si on enlève le fermoir menotte, il est plutôt classique, on est sur une chaîne. Maintenant justement, c'est vrai qu'habituellement, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais le fermoir on le cache tout le temps. Dès qu'il arrive ici, quand il tombe, hop, on le remet
Le bracelet, on remet sans cesse également. C'est vrai que le fermoir, ce n'est pas du tout quelque chose que l'on aime voir. Et Jean Dinvan, il change cette conception avec justement des menottes qui s'entrelacent pour l'ouverture et pour la fermeture, et finalement à l'inverse que l'on montre. Et je peux vous assurer qu'effectivement, en 1975, c'est une vraie révolution. Et donc c'est à ce moment-là que le bracelet menottes est né, et encore aujourd'hui, il est hyper désiré et hyper tendance. On passe maintenant à quelque chose de beaucoup plus opulent, c'est le serpentis de Bulgarie. Donc effectivement, Bulgarie s'inspire énormément de la Grèce et de la Rome antique, et le serpent a une signification très particulière, aussi bien religieuse, aussi bien mythologique. C'est vrai que le serpent, voilà, c'est soit on aime, soit on déteste. Il y a des personnes qui adorent le porter, qui adorent porter du python, etc. Il y a des personnes qui ont une peur juste folle de cet animal, mais c'est vrai qu'il a un côté énigmatique, cet animal. Et c'est vrai qu'il a toujours eu une représentation dans les films, dans les clips, dans les dessins, dans plein de choses différentes, et il a ce côté envoûtant, en même temps dangereux. Mais très souvent, il est aussi associé à l'or, il est associé à la beauté, il est associé à plein de choses. Et c'est vrai que Bulgarie s'est dit, je vais imaginer une femme à la fois envoûtante, mais dangereuse et piquante, et c'est ainsi que le serpentis est né. Et à la base, c'est un bracelet qui effectivement va vous entourer, et c'est vrai qu'il y a un côté aussi très sensuel. Donc le bracelet serpentis de Bulgarie, il a fait son apparition dans les années 40 au bras d'Elizabeth Taylor, et Elizabeth Taylor, c'était voilà une muse à l'époque, c'était une inspiration, et plein de personnalités ensuite ont porté ce bracelet. En tout cas, ce bracelet a eu un succès phénoménal, et aujourd'hui c'est vraiment j'ai envie de vous dire la ligne iconique de Bulgarie, parce que Serpentis Forever, c'est décliné en collier, c'est décliné en bracelet, en boucle d'oreille, en sac à main, vraiment en tout. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, vous avez plein de célébrités qui portent les bijoux Serpentis avec le serpent. Alors vous avez des choses aussi beaucoup plus classiques, hein, mais voilà, je sais pas si vous le savez, moi je suis une véritable fan de Mariah Carey, et très récemment, elle a porté un collier justement en serpent, et en fait vous avez la tête du serpent qui se noie dans le décolleté. Donc encore aujourd'hui, c'est une pièce qui est encore vue. On passe maintenant à un autre bijou, c'est le bracelet chaîne d'encre d'Hermès. Donc c'est un bracelet qui est culte. La grande différence concernant cette ligne, c'est que Hermès s'inspire énormément du domaine équestre, puisqu'à la base c'est une maison de sellerie qui après s'est déclinée en maison de maroquinerie et de bijoux. Mais c'est vrai que chaîne d'encre, et bien là, on va complètement casser cette inspiration traditionnelle, parce qu'on va s'inspirer du monde marin. Donc en 1937, Robert Dumas, qui est le gendre du fils de Thierry Hermès, donc le créateur, parce qu'effectivement aujourd'hui c'est la famille Dumas qui est à la tête de la direction artistique d'Hermès. Vous avez la famille Hermès, mais comme après les fils Hermès n'ont eu que des filles, et bien elles se sont mariées, et les gendres ont également repris la tête, donc maintenant le nom de famille c'est Dumas. Mais voilà, ça reste la même famille. Donc Robert Dumas, en 1937, il part en Normandie, et il voit à bord d'un bateau des maillons, des nœuds, et vraiment ça l'intrigue. Il faut savoir que Robert Dumas adorait dessiner, s'inspirait beaucoup de ses voyages, et donc il dessine comme ça justement ses maillons, et c'est ainsi que chaîne d'encre fait son apparition. Au tout début, la matière qui était utilisée, c'était de l'or et de l'or jaune. Mais Robert Dumas trouve que en argent, ce serait beaucoup plus joli. Donc à l'époque, il fait appel à deux personnes, qui est justement un artisan qui sait utiliser l'argent, parce qu'effectivement Hermès avait plutôt l'habitude d'utiliser de l'or et du platine, mais effectivement beaucoup moins de l'argent. Et aujourd'hui, c'est une ligne qui existe uniquement en argent. Et effectivement, moi je trouve personnellement que c'est beaucoup plus joli, c'est très raffiné. Pareil, voilà, si vous ne connaissez pas bien la maison, vous ne savez pas que c'est Hermès, mais ce sont des courbes et des lignes très particulières. Donc c'est devenu un bijou culte, une ligne culte qui encore aujourd'hui est retravaillée. Parfois elle peut exister en or sur certaines collections. En tout cas, c'est vraiment la pierre angulaire de la bijouterie Hermès. On passe à la bague caviar de chez Fred, donc Fred, grande maison de joaillerie également. Donc la bague caviar, elle est très particulière, elle s'appelle caviar parce qu'on est sur une bague avec plein de petites billes noires qui font penser au caviar, et on est sur un double anneau, c'est-à-dire que vous avez l'anneau avec les petites billes et vous avez un anneau beaucoup plus imposant et qui est en relief. Mais à la base, avant cette bague caviar, vous aviez la bague Success. La bague Success est née dans les années 2000 et elle est très surprenante, déjà par son double anneau. Un double anneau très différent, avec des formes très différentes, et puis surtout ces petites perles. Du coup, on allie élégance, subtilité, raffinement, mais surtout gourmandise. Finalement, ça a l'air très gourmand comme bijou, très surprenant. Un effet aussi espiègle, un effet ludique, et c'est dans les années 2008 que du coup la bague caviar est née. La bague caviar, quant à elle, donc elle a deux anneaux en or également, avec des pierres onyx noires. Généralement dans le luxe, dès que vous voyez des pierres noires, c'est souvent de la pierre onyx, et du coup là on est vraiment sur quelque chose de très gourmand, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir des petites billes de caviar. Le caviar, c'est aussi le mets qui, dans l'inconscient collectif, fait vraiment penser à la richesse, à l'opulence.
et du coup on le retrouve également avec cette bague. En parlant de bague également, on va parler de l'Ultra de Chanel. On est également sur une bague qui se veut noire mais qui se veut également blanche. Donc la bague Ultra, elle fait son apparition en 2012 et c'est un succès. C'est une bague qui a été énormément demandée, ensuite les maillons ont été repris pour la montre iconique de chez Chanel. Cette bague elle a eu un succès parce que finalement elle représente plutôt bien Coco, déjà par ses couleurs noir et blanc qui sont les couleurs signature de Coco Chanel, mais également par les maillons. On a l'impression de voir finalement une autre version des maillons que l'on retrouve sur les sacs Timeless. Cette bague, c'est un mélange entre la céramique et l'or et elle est déclinée en plein de coloris, en plein de matières avec des diamants ou sans diamants et encore aujourd'hui elle est commercialisée, encore aujourd'hui elle subit de l'inflation et une forte demande. On passe maintenant à un collier, donc c'est le collier magique Alhambra de Van Cleef & Arpels. Ils ont créé une pièce iconique que l'on voit partout qui s'inspire du trèfle à 4 feuilles. Donc ce qui est très intéressant avec ce collier, c'est que finalement c'est un collier qui peut à la fois être un porte-bonheur, qui peut à la fois être un gris-gris. Ce collier il fait son apparition dans les années 60 et il ne laisse personne indifférent parce que encore une fois la haute joaillerie va simplifier et se rendre beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que dès qu'on parle de haute joaillerie, on pense à pierres précieuses, on pense à quelque chose d'opulent, de voyant et là finalement on prend quelque chose de tout simple qui fait partie des mœurs, des traditions, à savoir le trèfle à 4 feuilles. Vous trouvez un trèfle à 4 feuilles, normalement la chance vous sourit et finalement Van Cleef & Arpels s'inspire de ça et le décline en bijoux avec de la nacre, avec de l'or et avec quelques diamants pour en faire quelque chose finalement de ludique, d'espiègle. Depuis, c'est un bijou qui a été décliné en bague, en bracelet, en collier et sous toute déclinaison, la nacre également change de couleur. Donc finalement, à vous de trouver votre propre gris-gris. Pour vous parler un petit peu plus rapidement de la maison Van Cleef & Arpels, donc c'est en 1996 qu'Alfred Van Cleef crée la maison de haute joaillerie avec son oncle qui s'appelle Salomon Arpels. Lorsque son oncle part, il s'associe avec une autre personne qui est donc Jules Arpels et qui n'est autre que son cousin. La spécificité de Van Cleef & Arpels, c'est que c'est l'une des premières maisons de joaillerie à s'installer place Vendôme. Aujourd'hui, place Vendôme, c'est la place de référence pour les maisons de haute joaillerie, mais à l'époque, c'était pas forcément le cas. Comment la maison se distingue? Eh bien, par sa créativité et son génie en matière de sertissage. Donc le sertissage, c'est le travail des pierres précieuses. En général, chaque pierre précieuse, en fait, est accrochée par des espèces de griffes. Et généralement, les griffes sont visibles. Si vous regardez sur certains bijoux, sur plein de bijoux d'ailleurs, vous allez voir des petites griffes sur les pierres précieuses et vous allez voir que c'est comme ça qu'on les accroche. Le génie justement de Van Cleef & Arpels, c'est que l'on a des bijoux sertis de diamants mais que l'on voit aucune griffe. Donc finalement la tache n'est pas du tout apparente, ce qui rend le bijou beaucoup plus délicat et beaucoup plus élégant. Et c'est surtout qu'à l'époque c'est une première dans le monde, c'est du jamais vu. D'ailleurs cette maison est très plébiscitée et appréciée par les célébrités puisque Marlène Dietrich adore porter le bracelet jarretière. Mais c'est en 1955 que Grace Kelly porte les bijoux. Et donc en 1955, la maison Van Cleef & Arpels devient le fournisseur officiel de la principauté de Monaco. Et enfin, en 1999, le groupe de luxe Richemont rachète la maison et en 2009, vous avez également une ligne de parfums qui est lancée. Donc voilà pour l'histoire de Van Cleef et voilà également pour le premier épisode de cette vidéo. La vidéo étant très très longue, j'ai décidé de la couper en deux. Donc là, vous avez une première partie sur les bijoux de haute joaillerie iconiques dans l'univers du luxe et la partie 2 arrivera très prochainement. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.